Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le grand saut dans l'inconnu est sans parachute. Il est 15h42 hier lorsque Michel Barnier monte à la tribune de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement sur le budget de la Sécu. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Michel Barnier à la tribune de l'Assemblée et dans le brouhaha, c'était tout aussi chahuté à l'extérieur de l'hémicycle. No man's land politique, dinguerie absolue, quelques-unes des formules lâchées salle des 4 colonnes. À l'arrivée, 2 motions de censure, celle du Nouveau Front Populaire et celle du Rassemblement National. Le RN prêt à ajouter ses voix à la gauche pour faire chuter le gouvernement. Et après, élément de réponse, Arthur Delaborde. Si la censure est effectivement votée, Michel Barnier et son gouvernement tomberont dans la seconde. Ils seront aussitôt considérés comme démissionnaires. Néanmoins, rien ne dit que le Premier ministre quitte immédiatement Matignon. Emmanuel Macron aura les cartes en main. Il aura la possibilité de charger Michel Barnier d'expédier les affaires courantes. Il pourrait aussi le renommer. Troisième scénario, celui réclamé par les oppositions. Le président peut changer de Premier ministre. Mais quel que soit le profil retenu, cela ne changera pas grand-chose à la situation politique. Au Parlement, les grands équilibres ne bougeront pas. Le nouveau gouvernement n'aura pas plus de majorité que celui de Michel Barnier. Il sera soumis au même problème, à commencer par le risque d'être renversé par une motion de censure. Et pour cause, Emmanuel Macron ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Même si le président venait à démissionner, son successeur serait tenu par la même exigence temporelle, à savoir attendre juillet prochain pour retrouver un pouvoir de dissolution. L'incertitude et l'instabilité seront donc les principales caractéristiques de la période politique qui commence. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le gouvernement en sursis, première motion examinée et donc soumise au vote de l'Assemblée, celle du NFP. Quand ? Demain soir au plus tôt, jeudi au plus tard. La décision appartient à la conférence des présidents de groupe. Réponse dans la journée. Si le gouvernement tombe, pas de budget et un risque pour le pays, disent les soutiens de Michel Barnier. Faux, archi faux, leur rétorque Marine Le Pen. Les Français n'ont pas de raison d'avoir peur si le gouvernement est censuré. C'est par une loi spéciale le budget de l'année dernière qui s'appliquera. Peut-être certains pensaient qu'avec Michel Barnier les choses changeraient. Eh bien, c'est encore pire. Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée au micro de Maï-Hélène Trémollet. En attendant, les travaux parlementaires continuent. Première réunion et premières auditions aujourd'hui pour la commission d'enquête sur le dérapage des finances publiques. Et puis poursuite de l'examen d'un autre budget au Sénat, celui de l'État. Adoption hier de la diminution de l'enveloppe allouée à l'AME, l'aide médicale d'État, moins 200 millions d'euros. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. 24 heures après l'annonce du limogeage de Carlos Tavares, les syndicats français de Stellantis s'inquiètent pour l'avenir. Et son successeur sera désigné dans le courant du premier semestre 2025. En attendant, les salariés du site de Poissy dans les Yvelines s'interrogent. La dernière usine française n'a que 2 ans de production garantie devant elle. Reportage Aurélien Fleureau. 34 ans de maison ici à Poissy et plus du tout d'illusions sur la suite. Le constat lucide et amer de Mamadou. Moi, je ne crois plus à l'avenir de là parce que quand même s'il faut sacrifier des usines, je pense que c'est cette vieille usine-là qu'il faut sacrifier. Je ne le dis pas pour déplaire à mes collègues, mais attendez, tout est resté vieux comme ça. Il rafistole. Qu'est-ce que vous pouvez mettre là comme un nouveau modèle ? Avec Carlos Tavares, les salariés avaient un patron qui connaissait parfaitement les sites et les enjeux politiques franco-français. Yves redoute la nationalité du prochain. Sûrement, ils vont remettre un Américain à la place. L'Américain pourra plus m'inquiéter que l'Italien. L'Italien, il fonctionne avec l'Europe. Il sera de toute façon compliqué d'imaginer un avenir à Poissy au-delà du dernier modèle produit, l'Opel Mokka, se résigne Marc Darcy, délégué Sud Stellantis. Il n'y a aucune garantie sur ce qu'on va devenir. Après l'Opel Mokka, ils ont déjà décidé ce qu'ils vont faire. Ils vont garder leurs décisions jusqu'à le dernier moment. Donc je pense que peu importe le successeur, les décisions sont prises. L'an dernier, 146 000 véhicules sont sortis de Poissy. C'est 3 fois moins qu'il y a 10 ans. Un reportage Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Peur de perdre la dernière usine, peur du déclassement au-delà de Stellantis. Ce sentiment d'un déclin du pays est partagé par près de 9 Français sur 10. Résultat d'une enquête Ipsos pour le Cevipof, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne. L'actualité au Proche-Orient, cessez-le-feu plus que jamais précaire au Liban. 9 morts après un bombardement israélien sur 2 villages du sud Liban hier soir. Une réplique à des tirs du Hezbollah. Trêve fragile, mais Washington veut croire qu'elle tient. En Syrie, Bachar el-Assad plus déterminé que jamais à reprendre le contrôle d'Alep, la 2e ville du pays tombée aux mains des djihadistes.
le président syrien qui compte sur l'appui de ses alliés historiques, la Russie et l'Iran, pour stopper la progression des terroristes. Wilfried de Villers. Officiellement, oui, la ligne est claire. Moscou comme Téhéran assurent Bachar al-Assad de leur soutien indéfectible. Mais dans les faits, c'est le désengagement progressif des factions pro-Iran et des soldats russes qui a en partie permis aux rebelles de s'emparer si rapidement d'Alep le week-end dernier. L'Iran sous pression depuis les attaques du 7 octobre en Israël. Arthur Kenney est docteur en sciences politiques, spécialiste de la Syrie. Ces groupes pro-iraniens, leur dispositif dépend beaucoup de leur réseau logistique et de la capacité de faire bouger rapidement des troupes d'un pays à l'autre. Or, Israël, en bombardant partout ces groupes pro-iraniens, au final, a diminué leur capacité opérationnelle sur le terrain. Si des milices irakiennes pro-Iran sont arrivées en renfort ces derniers jours, Téhéran compte aussi beaucoup sur la Russie, mais elle est occupée ailleurs. Les Russes ont été totalement débordés en Ukraine et sur le terrain en Syrie ont dû retirer leurs meilleures troupes. Donc ils peuvent compter que sur peut-être une dizaine d'aéronefs, sachant que l'utilisation de l'aviation sans groupe au sol pour assurer les batailles est totalement inefficace. Avec cette offensive rebelle en Syrie, c'est un nouveau front d'instabilité qui s'ouvre au Moyen-Orient. Wilfried de Villers. Et à 4 jours de la réouverture de Notre-Dame, la suite de notre grande série Célébrons Notre-Dame sur Europe 1. Avec une bonne nouvelle tombée dans la nuit, le futur président américain Donald Trump sera présent samedi à Paris. Europe 1 vous révélait que l'invitation lui avait été lancée officiellement par l'Élysée. Donald Trump effectuera à cette occasion son premier déplacement à l'étranger depuis son élection à la présidence des États-Unis. Et l'un des symboles de la résurrection de Notre-Dame de Paris, c'est sa charpente, bien sûr, mais aussi ses vitraux. Et certains datent du Moyen-Âge, d'autres sont plus récents. Tous ont été restaurés, nettoyés par des artisans comme Miłosz Federowicz, jeune de 24 ans, élève du lycée professionnel parisien de Lucanéou. Louise Salé l'a rencontré avec son enseignante, également restauratrice. Reportage. Muni de lunettes et d'une combinaison, Miłosz découpe un vitrail. Étudiant en peinture sur verre, il vient de terminer un stage hors du commun. C'était des vitraux du 19e siècle, créés par Viollet-le-Duc, situés donc dans la baie haute, c'est-à-dire le 2e étage, dans la cathédrale de Notre-Dame. Et donc j'ai travaillé sur plusieurs panneaux, une centaine peut-être. C'était surtout de la crasse et il fallait les renettoyer, leur donner une seconde vie. Sous ces pinceaux, des couleurs vives sont apparues et des visages de saints délicatement dessinés. J'ai beaucoup aimé les personnages parce que ce sont toujours des vieux qui sont représentés avec des barbes très longues, très bouclées, très fines en fait, parce que je pense que le peintre, il s'amuse beaucoup quand il fait ces boucles. Ça m'a ému au début parce que c'était un gros chantier, que j'ai beaucoup appris en peu de temps. Ça m'a donné envie de continuer sur cette voie-là. Une restauration qui a également ému Aurélie, sa prof. Il y avait les serruriers, il y avait les menuisiers, il y avait les restaurateurs. En plus, ça a fait des regroupements intéressants et impressionnants. Je pense que c'est ça qu'on va retenir. C'est vraiment le côté pluridisciplinaire où on a tous travaillé ensemble. Ah, ça c'est sûr, oui, c'est unique. Avec toutes les générations, avec les élèves, avec effectivement tout le monde. C'est un chantier aussi qui a permis de mettre la lumière aussi sur nos métiers. Grâce à Notre-Dame, pas moins de 2000 artisans sont sortis de l'ombre. Un reportage Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Tiens, et si ce n'est déjà fait, je vous invite à découvrir le très beau podcast produit par Europe 1 sur l'aventure de la restauration de Notre-Dame. Ça s'appelle tout simplement Le Grand Défi de Notre-Dame. C'est raconté par Pascal Praud. Ça marche très fort, hein. Ceux qui l'ont écouté en ont encore les oreilles tout ébobis. 3 épisodes nouveaux sont mis en ligne aujourd'hui, des épisodes exceptionnels, une conversation entre Stéphane Bern et Pascal Praud, une visite exclusive des lieux pour vous faire une idée de ce que vous découvrirez vendredi, et puis une interview du directeur de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, Philippe Josse, par Virginie Giraud. Voilà, vous savez tout, c'est sur europe1.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Il est 7h09 sur Europe 1. À suivre l'édito éco. Oui, avec Agnès Verdier-Molinier, on va parler de ce risque de marché qui se présente sur la dette publique française avec la crise politique qui est en train de se jouer. Rendez-vous dans 10 minutes.